tous, c'est la Team Yoshi 3000. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo d'inauguration, mon nouveau format de vidéo, du coup mon format sur l'informatique, de quoi on va parler, ça sera principalement de processeurs, hein. Sinon, quelquefois il y aura des cartes mères, il y en aura par exemple une dans cette vidéo juste pour faire un exemple et aussi de la RAM. Du coup aujourd'hui on va s'attaquer à l'histoire de l'Intel, ou plutôt i386 là, comme vous voyez, ses spécifications, aussi ce qui a en suivi après, les majeures modifications, aussi les modifications mineures, on verra ça. Oui, donc là j'étais moyennement prêt, mais bon, c'est pas... Donc l'Intel i386, un processeur d'ailleurs qui est sorti en 1986, oui c'est ça, est un processeur 32 bits, donc assez étonnant, hein, quand même, vu que je dois le préciser, en 85 ou en 80, j'ai dit quoi, non 85, oui voilà, et bien il y a eu Mario Bros qui est sorti sur NES par exemple, voilà l'exemple de la NES. La NES elle a un processeur 8 bits, là c'est quand même un processeur d'architecture x86 32 bits. Du coup, à l'époque, c'était pas rien ce processeur. Et aussi, il faut savoir que ce processeur, en fait, c'est ce qui a permis à Intel de percer dans le marché des processeurs, car avant, le principal leader du marché, c'était IBM. Et quand ils ont sorti ce processeur-là, ça a été un des... Il y a eu une sorte de déclic. Et dès qu'il a sorti, par exemple, le premier PC qu'il a accepté, je crois, c'était un desktop Compaq 386, référence au Intel 386. Et sinon, du coup, comment, en mémoire cache, il a quoi? Oh ça, non, je me sens plus. Mais sinon, comment, sa fréquence, c'est 25 MHz jusqu'à 40 MHz, voilà. Et sinon, juste après, enfin pas très longtemps après, est sorti ce processeur là, le Intel SX. On voit pas bien, c'est le i486 là, on voit pas bien parce que je viens d'enlever la garantie, mais j'ai pas bien réussi en fait. Le Intel SX i486, pardon, c'est un processeur de la même architecture, du coup toujours 32 bits et tout, mais sinon la petite amélioration c'est euh, le nombre de transistors, surtout parce que sinon niveau l'horloge interne, l'horloge du processeur, c'est pas super, hein. Je vous dis tout de suite, voilà, c'est dans les premières versions c'était 30 MHz, et dans les meilleures versions 50 MHz. L'autre, le 386, d'ailleurs, qui est sorti en 86, c'était de 25 à 40. Celui-là, sinon, attendez, j'ai oublié de vous dire, il est sorti en 89. Enfin, celle-là, c'est la première version, elle est sortie en 89. Mais ce qui fait, je vous redis à nouveau, la puissance, c'est surtout le nombre de transistors, hein, parce que il doit au moins avoir doublé, hein. Et sinon, je crois que dans l'autre, je suis pas sûr, mais la mémoire cache, c'est pas la même. Il doit y avoir le même genre de quantité, sinon c'est pas la même. Et du coup, ensuite, juste après, ça c'est la version, ça doit être celle de 92. Là, vous voyez, là, il est marqué 92. Du coup, là, c'est le DX2. Ensuite, il y a le DX4, mais je sais plus où je l'ai mis. Sinon, j'avais quelque chose à vous montrer. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur ces processeurs-là, avant, il y avait comment? Il n'y avait pas de refroidisseur. Enfin, si, on avait un pour la version euh, légèrement overclockée,
même pas overclocké, non, juste un tout petit peu boosté. Sinon, il n'y en avait pas, et de toute façon, ça aurait été inutile. On aurait très bien pu mettre ce genre de refroidisseur là, un très gros, de serveur. Ça aurait mal refroidi, car regardez, en fait, j'en ai décapsulé un DX2. Regardez où se trouve le silicium. Il est à côté des pins, mais dans la face où il y a les pins. Maintenant, les processeurs nouvelle génération, enfin même les anciens, c'est apparu quand? Oui, voilà, en 97, je crois, oui, avec le premier Pentium 2. Le silicium, il est ici. Du coup, le processeur, il est sur le dessus. Ensuite, il y a l'IHS pour protéger, car en fait, un ventirad, ça pèse lourd. Du coup, faudrait pas péter le processeur à cause du ventirad qui est. Là, en plus, je me suis trompé, j'ai dit ventirad pour ce processeur-là, alors que c'est pas un ventirad, c'est juste un rad, hein, ventilateur. Sinon, ensuite, qu'est-ce qui est sorti après? Il y a eu le Pentium 1 qui a. Attendez, à peu près. Oui, je fais juste une vérification. Il a le même socket que le Pentium 2, sauf que, à nouveau, là, comment? Le processeur il se trouve ici. Du coup, le silicium, c'est ici où il y a marqué. C'est le truc noir ici où il y a marqué. Comment? i33, donc Intel 33. Mais sinon, oui, bon, oui c'est bien un Pentium 1, vous pouvez voir. Bon. Sinon, du coup, ensuite, la première apparition de Ventirad, je suis pas sûr, hein, parce que moi, j'ai pas tous les processeurs et je me suis pas trop renseigné quand même. C'est ici, avec le Pentium 2. Vous voyez, ça, c'est le Ventirad. Ça fait pas lourd, hein. Bon, en fait, oula, j'espère que ça n'a pas trop fait bouger. En fait, c'est parce que à l'époque, les processeurs chauffaient vraiment peu. C'est avec le Pentium 2 que ça a commencé à chauffer, vu que sur le Pentium 2, c'est un processeur à 300 MHz et quelques, alors que le Pentium 1, ça doit être 100 MHz ou même moins que 100 des fois. Donc sinon, voici sur quel socket allait ce Pentium. Il est ici. Vous pouvez bien voir, c'est du socket 7. Sinon, moi j'ai vu récemment un record, pas avec le Pentium, non, avec le DX2, un très vieux processeur. Quelqu'un a réussi à faire tourner Windows 2000, du coup bravo à lui, car quand même c'est vraiment très difficile, vu que normalement Windows 2000 c'est plus fait pour des processeurs de moins, je dirais, 100 MHz. Sinon ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Et ben après, vous voyez, là il y a eu le Pentium 2 qui est sorti, et ensuite juste après, ils ont décidé de sortir, non pas Intel, hein, mais genre en 2000, en 1999, du coup 2 ans après, il y a eu ça qui est sorti. Du coup c'est la MD Athlon 27 493, ou plutôt 3200. C'est la MD Athlon 3200, voilà, à 2,2 GHz. Et le refroidissement, le système de refroidissement a beaucoup changé, car vous voyez, c'était comme ça avant pour le Pentium 2, et 2 ans après, ça passe avec ceci. Du coup, bon là c'est un Zalman, mais sinon à peu près tous ils faisaient ce genre de gabarit là. Comment on peut reconnaître aussi que c'est un pour Athlon déjà, bon on peut voir la vieille trace de pâte thermique ici. Et sinon il y a aussi les attaches, il n'y a que deux vis, ça se mettait sur la carte mère avec des petits emplacements pour mettre les vis, et ça. Sinon ensuite il y a eu son concurrent. Ici le Pentium 3 qui était moins puissant quand même.
je vous explique comment sa puissance, c'est 1,5 GHz, alors que l'AMD c'est 2,2. Pourtant, il nécessitait un refroidissement à peu près équivalent. Sinon, il date à peu près de la même époque, c'est-à-dire, je crois, celui-là, il est 2000-2003 en fait. Ce qui fait qu'il rattrape quand même s'il est moins puissant, l'AMD Athlon, c'est qu'il a un peu plus de transistors. Même si, bon, là, AMD sur ce coup-là, il a bien fait son truc, il avait... Sinon, juste pour info, voilà qu'est-ce que c'était la RAM. Ça, c'était la RAM pendant la période des Intel SX, là. En fait, dans la période des i jusqu'au Pentium 1 et Pentium 2. Pentium 3, c'était fini, on est passé à de la DDR. Sinon, un truc marrant, regardez, cette barrette, elle se tord un peu, bon. Ne faites pas ça si vous y tenez, hein, parce que ça pourrait très bien les péter, mais sinon, étonnamment, elles étaient faites dans un matériel un peu plus flexible, regardez. Est-ce que ça se voit là, ça se tord? Bon, je vais arrêter parce que même si je m'en sers pas, elle pourrait encore peut-être me servir si un jour je veux faire un PC plus ancien. Donc ensuite, je vous montre comment s'étaient mis les trucs. Du coup, en fait, vous voyez, ah, je mets bien là. Vous voyez ici, il y avait du coup des petites encoches. Ensuite, toc, on retire. Bon bah voilà, là je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager sur tous les réseaux sociaux et à t'abonner. Bye!